le magazine des Nations Unies. Bonjour à tous, bienvenue à ce magazine des Nations Unies, le tout premier de l'année 2014. Voici les principaux titres. Nouvelle menace au nord-est de la RDC, les rebelles de la Séléka ont traversé la frontière. Leur présence en province orientale ainsi que celle des forces armées centrafricaines à l'Équateur ont été signalées. Information livrée par le représentant spécial adjoint chargé des opérations, ce sera notre actu de la semaine. Coup de projecteur sur le mandat de la MONUSCO. Que dire du bilan de la mission onusienne après une présence de 14 ans en RDC? Réponse avec le patron de la MONUSCO lui-même, Martin Kobler, et l'invité du magazine des Nations Unies. Enfin, un nouvel afflux des réfugiés centrafricains au nord de la province de l'Équateur. Environ 50 000 personnes enregistrées par le HCR en quelques jours. Cette agence onusienne entend appliquer un plan d'urgence de prise en charge de ces réfugiés. C'est notre nouvelle de province. Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine. Une nouvelle menace au nord-est de la République démocratique du Congo. Des rebelles de la Séléka ont traversé la frontière. Leur présence en province orientale ainsi que celle des forces armées centrafricaines à l'Équateur ont été signalées. L'information a été livrée par le représentant spécial adjoint chargé des opérations au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Selon le général Abdallah Wafi, cette présence est une menace qu'il faut prendre au sérieux pour que ce qui se passe à l'est du pays ne se répète pas à l'Équateur. Pendant ce temps, la capacité de nuisance des rebelles ougandais ADF Nalu inquiète dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Les détails dans ce reportage signé Jean-Pierre Elali Coco. Le général Wafi parle de la présence des éléments incontrôlés de la Séléka. Ces derniers se sont installés dans quelques localités de la province orientale. Ils sèment la panique. Et cette panique oblige les habitants à fuir leur village. Général Wafi. Aujourd'hui, les éléments de la Séléka qui sont là sont des éléments incontrôlés et c'est un groupe armé. Leur présence a été signalée dans certaines localités de la province orientale, au point où les populations locales ont pris peur et sont en train de fuir ces zones. En ce qui concerne l'Équateur, aux premières heures de la prise de Bangui par la Séléka, les ex-éléments la FACA des forces armées centrafricaines se sont enfuis avec armes et bagages pour se réfugier de l'autre côté. Le danger est réel. Il faut donc prendre des dispositions nécessaires. Il faut prendre toutes les dispositions pour que ce qui s'est passé à l'est de la RDC ne se reproduise pas aujourd'hui dans l'Équateur ou la province orientale. Pour cela, naturellement, nous sommes en contact avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour voir les mesures à mettre en place. Mais comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'ensemble de la situation sécuritaire en RDC quand même. Et je suis certain, je peux vous garantir que au plus haut niveau de l'État congolais et des appareils sécuritaires, ils sont en train de réfléchir pour prendre les mesures. Et le moment venu, nous allons voir comment nous, au niveau de la MONUSCO, nous adapter pour appuyer les autorités nationales. Par ailleurs, un autre groupe armé sème la terreur et la désolation parmi les populations dans les territoires de Beni dans le nord Kivu. Il s'agit des rebelles ougandais de ADF Nalu. Leur capacité de nuisance est si grande qu'il faut, là aussi, préparer sérieusement les opérations d'intervention. On écoute encore le général Abdallah Wafi. L'ADF Nalu, qui est dans cette partie de la RDC, particulièrement du côté de la chaîne de Rwenzori, est certainement, à mon avis, le groupe armé le mieux organisé, le plus combatif et le plus déterminé. Vous l'avez remarqué, toutes les fois où nous avons survolé leur position, ils ont tiré sur nos appareils. Toutes les fois où nous avons envoyé des patrouilles, elles sont tombées dans des embuscades. Rappelez-vous, il y a 2 mois de cela, lorsque Kamongo était tombé, nous avons envoyé les forces spéciales jordaniennes qui ont fait l'objet d'une embuscade et difficilement ils ont pu se retirer de la zone. Vous avez vu les différentes attaques sur les positions des FARDC. Vous avez vu les atrocités qui sont commises, ces massacres contre les populations civiles. Mais aussi les personnes qui sont kidnappées en grand nombre. La situation de l'ADF Nalu mérite vraiment une planification, une préparation. Pour pouvoir engager ce groupe, il faut, aussi bien au niveau des FARDC que de la MONUSCO, qu'on ait beaucoup plus de renseignements opérationnels, qu'on ait une planification conjointe
plus poussée. Tout cela est en cours. Pas de concessions non plus pour les FDLR. Les rebelles Hutus rwandais doivent désarmer et se soumettre au processus de démobilisation et rapatriement. Sinon, ils seront traités comme toutes les autres forces négatives, a encore indiqué le général Wafi. Magazine des Nations Unies, décryptage. Dans la partie rétrospective de ce magazine, nous revenons sur le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, édition 2013. Ce prix, vous vous en rappelez peut-être, a été attribué à une Congolaise, la sœur Angélique Namaïka. Retour donc sur le concept prix Nansen dans cet entretien que Céline Smith, porte-parole de la représentation régionale du HCR, avait alors accordé à Honoré Misenga Kalala. Céline Smith, bonjour. Bonjour. Le prix Nansen du HCR 2013 a été décerné à la sœur Angélique Namaïka, une religieuse congolaise du diocèse de Dungu. C'est quoi le prix Nansen et en quoi consiste-t-il? La distinction Nansen du HCR pour les réfugiés est un prix qui est donné chaque année par le HCR à une personne qui s'est distinguée par son travail au service des réfugiés ou des personnes déplacées, par le courage, par un travail remarquable en fait qui a été fait au bénéfice de ces personnes. Le prix existe depuis 1954 et porte le nom de Nansen parce que c'est le nom du premier haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc depuis 1954, chaque année, le prix est décerné à une personne qui peut être dans peu importe quel pays du monde entier. Et le prix est décerné à cette personne pour reconnaître ce courage et ce travail remarquable qui excède en fait le travail que nous faisons tous les jours, et donc un travail qui est fait au service des réfugiés ou des personnes déplacées. Alors comment décerne-t-on ces distinctions? En d'autres termes, quels sont les critères de sélection? Tout d'abord, c'est un comité indépendant qui examine les différentes candidatures. Ce comité indépendant est composé d'un représentant du gouvernement de la Norvège, un représentant du gouvernement suisse, également un représentant du Conseil de l'Europe, un représentant des ONG, le président du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'un invité qui cette année est une journaliste de la BBC. Donc ce comité se réunit et examine toutes les candidatures et décide de qui est la personne qui remportera le prix ou qui sera sélectionnée pour le prix. Les critères sont tout d'abord le courage et le travail, les efforts qui sont mis en œuvre par la personne pour aider les personnes réfugiées et les personnes déplacées. Ce travail doit excéder le travail que chacun d'entre nous fait tous les jours. C'est pour reconnaître un travail remarquable d'une personne, en fait, qui change la vie d'autres personnes. Et comme la lauréate de cette année, elle a été choisie parce qu'elle a fait la différence dans la vie de 2000 femmes qui ont souffert d'atrocités, qui ont été victimes de violences. Elle les a aidées à reconstruire leur vie. Oui, on l'a choisi parmi combien de candidats cette année? Alors il y avait environ 100 candidats qui ont été soumis à travers le monde. Et c'est la sœur Angélique Namaïka qui a été choisie. Et le comité a bien affirmé qu'elle a été choisie pour son courage exemplaire et la persévérance qu'elle a mise à sa cause, qui est celle d'aider les femmes qui ont été victimes de violences. Céline Smith, qui peuvent être éligibles à la distinction du prix Nansen? Alors c'est des individus ou des groupes qui apportent de l'aide aux réfugiés ou aux personnes déplacées. La sœur Angélique est certainement la première Congolaise à cette distinction. Effectivement, la sœur Angélique Namaïka est la première Congolaise qui a été sélectionnée pour la distinction Nansen. À partir de quel moment le HCRDC a-t-il découvert cette religieuse? Nous avons commencé à travailler avec la sœur Angélique Namaïka en 2010 dans le cadre de nos activités en province orientale et notamment à Dungu, dans le territoire de Dungu, pour apporter protection et assistance aux personnes déplacées, aux personnes qui ont fui les atrocités de la LRA. J'ai moi-même été à Dungu en 2010 et je me souviens très bien ma première rencontre avec la sœur Angélique qui était dans un camp de déplacés, le camp de déplacés de Nanzawa, où j'étais sur place avec des femmes déplacées et je l'ai vue arriver avec son vélo et j'étais très impressionnée de voir le visage des femmes s'illuminer quand la sœur Angélique est arrivée. Et en fait elle arrivait dans le camp pour un cours d'alphabétisation avec ces femmes. Et j'ai été impressionnée par l'effet qu'elle avait sur ces femmes qui étaient toutes en train de l'attendre et quand elle est arrivée, elles étaient tout d'un coup plus joyeuses. Quand est-ce qu'elle aura son prix, la sœur Angélique?
La sœur Angélique est actuellement avec nous à Kinshasa et elle va voyager pour l'Europe et elle recevra le prix le 30 septembre prochain à Genève. Le prix lui sera décerné lors d'une cérémonie officielle et lui sera remis par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Et en quoi consiste ce prix? On peut avoir une idée? Ce prix est tout d'abord une médaille, c'est-à-dire une reconnaissance pour son travail exemplaire, mais également ce prix est accompagné par un petit fonds pour aider ses activités. Donc le prix est accompagné d'une somme de $100 000 qui profitera aux activités qu'elle met en œuvre pour aider les femmes qui ont été victimes de violences, les femmes déplacées. Et dans la pratique, ce fonds, est-ce qu'il est géré par le lauréat ou la lauréate du jour, ou alors le HCR a quand même un droit de regard sur la gestion de ce fonds? Le HCR va bien entendu aider pour la gestion du fonds, mais les activités vont être sélectionnées par les femmes, parce que c'est elles les bénéficiaires, en coopération avec la sœur Angélique. Nous avons déjà discuté du possible projet, et une idée qui est venue, c'est de mettre en place une boulangerie semi-industrielle à Dungu, puisque cela profiterait à plus de femmes, et c'est une idée qui est en train d'être discutée, mais bien sûr, les fonds seront gérés par le HCR, qui va aider à mettre en place ce projet et assurer la bonne gestion des fonds. Que vous inspire cette dame, cette religieuse, la sœur Angélique Namaïka? Je pense que chacun d'entre nous qui a rencontré la sœur Angélique a tout d'abord été impressionné par sa force, sa persévérance et son courage. Elle nous a montré comment une personne, avec ses petites activités, ses petits moyens, mais son courage et sa persévérance, peut changer la vie de femmes. Quand on se dit qu'elle a aidé 2000 femmes, à elle toute seule, avec peu de moyens, on se dit que chacun peut faire une différence. Et je pense que toutes les personnes qui l'ont rencontrée, y compris les journalistes qui sont venus la voir sur place, les visiteurs, ils ont tous été impressionnés. Et certains disaient même que ça avait même apporté un changement dans leur perception des choses et elle leur avait donné cette force et ce courage. Je pense qu'il est important aussi de voir aujourd'hui, c'est que c'est une bonne nouvelle du Congo. Et cela nous réjouit aussi. Parce que très souvent, on va lire des titres dans les journaux par rapport aux problèmes qu'il y a au Congo, à la violence. Et là, on parle d'une femme qui, à elle toute seule, apporte des solutions. Et donc, c'est un message d'espoir. C'est pour dire que voilà, chacun peut apporter une solution. Céline Smith, merci de votre disponibilité. Merci à vous. L'actualité en bref à présent, coup de filet de différents services de sécurité travaillant à l'aéroport national de Kindu. Ils ont arrêté mercredi dernier 27 perroquets vivants prêts à être embarqués dans un avion cargo de CA à destination de Bukavu. Ces perroquets appartiendraient au contingent égyptien de la MONUSCO Kindu. En rapport avec cet incident, la MONUSCO a condamné fermement l'implication de quelques éléments du détachement égyptien dans l'achat des perroquets à Kindu dans la province du Maniema. Dans une interview accordée à Radio Okapi le jeudi soir, le porte-parole militaire de la MONUSCO a rappelé que tout le personnel des Nations Unies est soumis au respect strict des lois en vigueur dans un État. De ce fait, tous ceux qui seraient impliqués dans cette affaire vont répondre de leur acte, a-t-il précisé. Vers la construction d'une prison dans le territoire de Manono dans le Katanga. Mardi dernier, une contribution financière du gouvernement provincial a été remise à la MONUSCO Kalemi. La cérémonie de remise de cette contribution s'est déroulée au commissariat du district de Tanganyika. La construction d'une maison carcérale à Manono est un projet initié par la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO en partenariat avec le HCR. Il sera exécuté par le bataillon béninois de la MONUSCO. Magazine des Nations Unies, l'invité. De la MONUC à la MONUSCO, ça fait bientôt 14 ans que la mission des Nations Unies est en RDC en appui aux autorités congolaises pour le rétablissement de la paix. Des progrès ont été réalisés et d'autres défis restent à relever sur le chemin de la stabilisation de la République démocratique du Congo. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, est l'invité du magazine des Nations Unies. Il s'est entretenu avec Pierrot Elamégite de l'émission Parole aux auditeurs sur ces sujets. Monsieur Martin Kobler, bonjour. Voilà, bonjour. Comment vous vous sentez depuis votre séjour en RDC? Ça fait presque 5 mois. Vous rencontrez la population. Quelle impression vous avez?
Voilà, les premiers 5 mois étaient pleins d'activités. On avait les combats à l'Est, on a été forcé de combattre le M23. On avait des combats très très forts, mais aussi on a lancé un programme civil. Parce que de combattre avec la brigade d'intervention, c'est pas tout. Ça doit être accompagné par les actions civiles, par les efforts de stabilisation. On a des programmes en place et 2014 maintenant, c'est vraiment de mettre en œuvre le programme de stabilisation, mais aussi de continuer le combat contre les groupes armés. Et ça fait 15 ans de la MONUC à la MONUSCO. Vous-même, c'est vrai, on ne peut pas se juger soi-même. Mais si il vous est demandé aujourd'hui de pouvoir faire un bilan en bref du travail de la mission en RDC depuis toutes ces années, qu'est-ce que vous pouvez dire en bref? Voilà, quand j'ai commencé ici à New York et au Congo aussi, j'ai rencontré des gens qui ont été impatients, qui ont dit exactement ça. Vous êtes ici 14 ans. 14 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que nous avons une amélioration de la situation? Mais je crois en 2013, on avait 3 développements qui ont été cruciaux, qui ont été très très importants. C'était l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était le nouveau mandat pour la MONUSCO avec la brigade d'intervention et avec un mandat beaucoup plus offensif, et c'est la cohésion internationale, le travail des 5 envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs. Je crois ces 3 éléments. L'accord cadre d'Addis Abeba, le nouveau mandat et la cohésion internationale, ça a changé la situation. Et après 14 ans, nous avons maintenant une période plus active parce que les conditions cadres sont différentes maintenant. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été réalisées, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a 2 défis. Si on peut regrouper en bref aussi ces défis, par exemple sur le plan sécuritaire, quels sont les défis qu'il faut relever et aussi sur le plan politique? Voilà, on a des défis pas seulement sécuritaires, aussi civils. Mais laissez-moi commencer par les défis avec les groupes armés, parce que la base de tout développement social, économique, c'est la sécurité. Et partout, je voyage beaucoup au pays, je rentre du Béni, de l'Oberon. J'entends partout, nous voulons la paix, nous ne voulons que la paix ici. Alors la sécurité et la stabilité sécuritaire, c'est la base de tous les développements. Et c'est pourquoi nous nous concentrons sur nos activités militaires. C'est la lutte contre maintenant le FDLR et le ADF. C'est la priorité, mais aussi les autres groupes de travail. Les gens, en particulier à l'Est, ils souffrent, ils sont terrorisés par les groupes Maïmaï et par les groupes armés. C'est notre mandat de prendre charge du dossier sécuritaire. C'est ce qu'on fait. Deuxièmement, c'est la situation de l'État dans le pays. Aussi, dans les territoires libérés, il faut restituer, il faut consolider la paix. Parce que la fin de la guerre contre le M23, c'est pas la fin des activités. Maintenant, la guerre pour la paix commence. Et c'est parfois beaucoup plus difficile, alors de lutter pour la paix, c'est la deuxième activité. Troisième activité, c'est la coordination avec la communauté internationale. Je crois que c'est très important d'avoir la cohésion et de garder la cohésion internationale. Je suis très heureux que le Conseil de sécurité à New York se préoccupe de la situation. Tous les 2-3 mois, on a des sessions sur le Congo. Et c'est très important aussi, le lundi prochain, le Conseil de sécurité à New York va s'occuper de la situation, va vérifier le progrès. Je crois cette cohésion internationale et la concentration du Conseil de sécurité, mais aussi les bailleurs sur le Congo, c'est très important pour vous soutenir. Il y a des questions que les gens peuvent se poser. Là, juste sur le travail que fait la MONUSCO, mais la MONUSCO travaille en appui aux institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a des garanties qu'aujourd'hui, par exemple, dans les zones où il y a des opérations militaires et qu'il y a des victoires qui sont remportées, qu'au niveau de la RDC, des forces de sécurité, on soit à mesure de pouvoir assurer la relève sans l'intervention des troupes de la MONUSCO ou de la communauté internationale aujourd'hui? Voilà, je n'aime pas le mot garantie. Et si vous voulez une réponse, on n'a pas de garantie. On n'a pas de garantie parce que le système est fragile et la situation est fragile. Notre engagement doit continuer. Dans la politique, on n'a jamais de garantie. Ce que nous pouvons vous promettre comme Congolais, c'est que nous restons engagés. Mais revenons sur votre question. Je crois le travail de la MONUSCO maintenant avec le
nouveau mandat renforcé de offensivement combattre les groupes armés, c'est très important maintenant et je crois on doit le continuer. Mais on n'est pas ici pour remplacer le gouvernement. On est ici pour soutenir le gouvernement dans ses efforts sécuritaires. On combat ensemble avec le FRDC, pas seul, mais conjointement avec le FRDC. On vous aide de restituer et consolider l'autorité de l'État dans les territoires libérés, mais la première responsabilité, c'est le gouvernement. On vous aide, et c'est le soutien qui est nécessaire aussi dans cette année. Effectivement, c'est pourquoi j'ai demandé si au fur et à mesure que vous évoluez sur le terrain dans ces partenariats, est-ce qu'on peut dire qu'à un certain moment, les partenaires qui est le gouvernement, la RDC avec les institutions, se mettent au même niveau, que si jamais il n'y a pas la MONUSCO, on soit à mesure effectivement de prendre la relève, de sécuriser et de continuer. C'est juste ça la préoccupation. Je crois que notre activité est très très nécessaire maintenant, parce qu'avec la brigade d'intervention, on a un instrument nouveau et on aide le FRDC d'avoir des succès militaires. On avait alors la chute de Goma au mois de novembre 2012. Maintenant, avec les brigades d'intervention, on avait au mois d'août l'attaque sur Goma et conjointement avec le FRDC, on l'a rejeté. Voilà. C'est pourquoi alors je crois que c'est très important. Mais il faut le faire en partenariat avec la FRDC. Il faut le faire en partenariat aussi avec le gouvernement, mais c'est très important. Et c'est mon premier partenariat avec le peuple congolais. En définitive, en un mot, est-ce qu'on peut avoir l'espoir est permis? Voilà, laissez-moi dire encore une fois mes félicitations et mes meilleurs vœux pour 2014. On avait le début. Maintenant, en 2013, avec la lutte contre les armées, on va poursuivre notre mandat à 2014. Merci bien tous les auditeurs, les auditrices ici de Radio Acadie. C'est toujours une joie d'être ici. Merci, ça a été un réel plaisir de vous recevoir, mais on ne pense pas que c'est la dernière fois. Notre nouvelle de province à présent, la barre de 50 000 réfugiés centrafricains dans le nord de la province de l'Équateur a été franchie en décembre dernier selon le HCR. Mais ce chiffre est celui des réfugiés enregistrés officiellement, ce qui revient à dire que cette agence onusienne ignore encore le nombre de ceux qui se trouvent dans des petites localités situées le long de la frontière entre la RDC et la République centrafricaine. Et pour faire face à ce nouvel afflux, le HCR entend faire appliquer son plan d'urgence de prise en charge. Dominique Olombi. 400 réfugiés centrafricains, dont 50 ont fui Bangui, la capitale de la RCA, sont arrivés hier au port de Batanga, à 15 km de Libengé, sur la rivière Bangui, a indiqué ce lundi Gert van de Kerstel, les chefs de bureau du HCR Mbandaka. Ils ont intégrés dans les camps de réfugiés de Boyabo, situés à 20 km, qui abritent déjà plus de 6700 personnes. D'autres réfugiés centrafricains, nouveaux arrivants, sont signalés à Elaka, localité située à 40 km de Libengé, et difficile d'accès. Sur non loin de Gbadolité, le nombre de réfugiés est resté presque le même. Il n'en est pas le cas au camp Molé près de Zongo, où leur nombre a doublé en l'espace d'un mois, note le HCR. Le chef de bureau du HCR, Van de Castel, entend faire appliquer les plans d'urgence de prise en charge de son agence avec l'assistance stockée à Gbadolité. Le grand défi pour son agence, dit-il, c'est acheminer cette assistance vers les camps de réfugiés sur des routes semi-impraticables. Mbandaka, Dominique Wolombe Mongapangue, Radio Okapi. Nous vous proposons le portrait de Manoj Munubai, ancien porte-parole de la MONUSCO. Ce dernier a quitté la mission en novembre dernier après de bons et loyaux services rendus à la mission. Magazine des Nations Unies. Portrait du jour. Je m'appelle Manoj Munubai. Manoj, c'est mon prénom. Munubai, c'est mon nom de famille. Pas de formation. Je suis administrateur civil. C'est une formation qui vient après une sortie de l'École nationale d'administration, mais cette formation a été complétée par un diplôme en sciences politiques et un autre en administration et gestion des systèmes de transport. Je suis entré à la MONUSCO en février l'an 2000, après avoir servi dans la mission de l'Angola et du Kosovo.
Je suis entré ici, je suis le premier chargé de l'information publique. J'ai travaillé à la publication, j'ai travaillé comme chef du bureau de l'information à Bunia et j'achève aujourd'hui ma fonction en tant que porte-parole de la mission et directeur adjoint de la division de l'information publique. En tant que porte-parole de la mission, j'avais la responsabilité d'interagir avec tous les médias de la place, d'interagir avec le bureau du porte-parole à New York, d'organiser les rendez-vous médiatiques pour le représentant spécial du secrétaire général. À la MONUSCO, je vous ai dit que j'ai travaillé à Kinshasa, dans différents bureaux pour de courtes périodes. J'étais à Bunia pour 2 ans et je suis revenu à Kinshasa. Mes temps libres, comment je les gère? Vous savez, quand on est à la MONUSCO, on travaille pendant de longues heures. On sait à quelle heure on entre au bureau, mais on ne sait jamais à quelle heure on part. Mais en général, mon temps libre, je le passe d'abord faire la marche. J'essaie de faire la marche au moins 4 fois dans la semaine, même si c'est tard le soir, 20h, 21h, je fais toujours un peu de marche. C'est nécessaire pour la santé. J'aime écouter la musique, surtout la musique congolaise. Je quitte la mission maintenant. Dans l'immédiat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reposer. Je vais au moins me donner 3 mois de repos. Mais les perspectives ne manquent pas. Je ne pense pas que je vais rester inactif puisque j'ai encore la force, la santé et les capacités intellectuelles. Je vais toujours contribuer à faire quelque chose pour le monde. Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies. La question de ce jour concerne la surveillance des drones sur un probable regroupement du M23 à la frontière. Elle est posée par Toubé Oundi, journaliste de la RTNC Goma. Du côté où les drones sont en train de travailler, on signalerait les incursions de certains hommes des ex-M23 vers le territoire des Nyiragongo. Les drones ont-ils réellement donné la matière pour la surveillance à la MONUSCO? Suivez maintenant la réponse du colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO. Heureusement que vous avez bien fait d'utiliser le conditionnel concernant cette probable incursion d'hommes armés dans ce territoire. C'est vrai, nous avons procédé au vol inaugural de ces aéronefs sans pilote ici à Goma, sous la présidence de M. Lapsou. Et depuis lors, ces engins sont en train de faire leur travail, mais vous conviendrez aussi avec moi que si ces engins n'ont pas encore mis à la disposition de la mission en elle-même les informations que vous avez bien voulu partager avec nous, c'est parce que justement nous n'avons encore rien trouvé. Je pense que ce sont des supputations et ça entre dans le cadre de la rigueur. Mais vous savez, au-delà de ces engins, nous avons aussi des troupes sur le terrain, aussi des gens qui font partie du mécanisme conjoint de vérification. Donc tous ces moyens et tous ces personnels mis ensemble, normalement, on devrait pouvoir déceler des mouvements de troupes parce qu'il ne s'agit pas d'une ou deux personnes. Si c'est des troupes qui sont entrées dans les territoires de Nyiragongo, c'est sûr que c'est un nombre assez important. Donc pour cette question, nous n'avons rien de précis là-dessus. Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais nous poursuivons notre travail sur le terrain avec les FARDC pour justement sécuriser les frontières. Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30 heure de Kinshasa sur Radio Okapi. Un seul rendez-vous à noter dans nos carnets cette semaine, le 15 janvier, journée mondiale du migrant et du réfugié. Le magazine des Nations Unies, c'est fini, en tout cas pour ce dimanche. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Le magazine a été supervisé par Nicole Ngaka, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Mistenga était au reportage. À la présentation, Mila Kimbuni et Patrick Kiasongwa du côté de la technique. Vous nous avez pris de court, pas de problème. Vous pouvez réécouter ce numéro du magazine des Nations Unies à tout moment
sur www.radiocapi.net. C'est aussi sur notre site internet que vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos questions ou vos remarques en postant un commentaire en dessous de l'émission. Autre moyen de nous contacter, notre adresse mail maguen@radiocapi.net et notre numéro 082 30 76 630. 082 30 76 630. Au revoir et excellente journée dominicale à tous.